Il est troublant de constater comment la demeure du rire peut se transformer en sanctuaire du silence. Louis de Funès, celui qui fit jadis exploser de bonheur toute la France, vécut ces dernières années derrière les imposantes murailles de pierre d'un domaine désormais presque effacé des mémoires. C'est dans ce lieu qu'il échappait aux projecteurs, cultivait ses jardins, rédigeait ses pensées et finit par exhaler son ultime soupir. Mais quel mystère se cachait vraiment derrière ces portails? Comment le comédien le plus adulé de l'histoire française a-t-il pu abandonner une fortune aussi dérisoire? L'homme dissimulé sous les éclats de rire. Louis-Germain de Funès de Galarza vit le jour en juillet 1914 à Courbevoie en périphérie parisienne. Ses géniteurs étaient des migrants espagnols qui luttaient pour s'acclimater à leur terre d'accueil. Louis grandit fragile, introverti et régulièrement raillé pour sa stature modeste, bien difficile d'entrevoir en lui un futur titan de la comédie. Néanmoins, ces fragilités allaient façonner l'expressivité corporelle qui deviendrait son sceau artistique. Son enfance, vécue dans des logements humbles entre les deux conflits mondiaux, lui enseigna une observation aiguisée des prétentions, des vanités et des angoisses humaines. Tous les éléments qui l'amplifieraient ultérieurement à l'écran avec un talent inégalé. Contrairement à nombre de célébrités, Louis ne connut pas la reconnaissance précocement. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut déclaré inapte au service militaire et survécut en interprétant du piano dans les établissements brumeux de Paris. Il ne possédait ni notoriété ni fortune, mais un talent exceptionnel pour reproduire les personnalités qui l'entouraient. Un soir de 1945, le hasard intervint. En émergeant du métro, il croisa le comédien Daniel Gélin qui lui offrit un petit rôle dans La Tentation de Barbizon. Cette rencontre fortuite marqua son introduction au cinéma. Pendant approximativement 20 ans, il demeura un acteur secondaire. Serveur parfois, commerçant ailleurs, mais dérobait chaque séquence. Les critiques le considéraient trop fébrile, trop grossier, trop accessible. Le public, quant à lui, y percevait quelque chose de véritable. Au commencement des années 60, la France était mûre pour lui. En 1963, il décrocha finalement le premier rôle dans Pouic Pouic. Puis l'année subséquente une série irrésistible, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio. En seulement 6 mois, durant 1964, il réalisa 3 triomphes monumentaux. Un accomplissement que même Belmondo ou Delon n'ont jamais reproduit. Ce qui distinguait de Funès réside dans le fait qu'il ne tentait jamais d'incarner un héros. Il représentait chaque petit chef, chaque géniteur névrotique, chaque bureaucrate mesquin que nous détestons et qui pourtant nous reflète. Ses caractères étaient pusillanimes, envieux, obsédés par la maîtrise mais toujours rachetés par une étincelle d'humanité. Le biographe Bertrand Dical l'a qualifié de Polichinelle de la France contemporaine. Un homme de contradiction, mi-tyran, mi-enfant. Il ne naquit pas vedette et ne poursuivit jamais la célébrité. Son ambition, affirmait-il, était simplement d'exceller dans les seconds rôles. Ironie du destin, cette modestie fit de lui une légende. Le seul comédien français depuis Charlie Chaplin dont les productions réunissent encore 4 générations devant l'écran. La vie dissimulée au château de Clermont. Au milieu des années 70, Louis de Funès possédait tout, la gloire, la richesse et l'épuisement. Son seul patronyme suffisait à saturer les cinémas, mais dans l'obscurité, il aspirait à la solitude. Après 2 graves défaillances cardiaques, en mars 1975, il fut contraint de reconsidérer son existence. Les médecins lui ordonnèrent de se reposer, de décélérer, d'abandonner sa quête de perfection. Pour un individu obsédé par la maîtrise, c'était une sentence cruelle. Il se retira de Paris et s'installa définitivement au château de Clermont, une résidence du XVIIIe siècle perchée au-dessus de la Loire dans le paisible village du Cellier, à 15 km environ de Nantes. Il l'avait acquis quelques années auparavant grâce aux bénéfices de la Grande Vadrouille, mais ce n'est qu'après son effondrement qu'elle devint son sanctuaire. Là, entouré de rosiers, de vignes et de 40 hectares de parcs, le plus illustre comique de France devint jardinier. Il consacrait des heures à tailler les arbres, planter des tulipes et nourrir ses canards près de l'étang. Les habitants le voyaient fréquemment se promener solitaire sur les sentiers, les mains derrière le dos, absorbé dans ses réflexions. Même dans ce havre de quiétude, il demeurait hanté par le tumulte de sa propre célébrité. Les visiteurs étaient exceptionnels. Il déclinait les journalistes, évitait les voisins et n'autorisait que sa femme Jeanne Barthélemy de Maupassant et leurs 2 fils Patrick et Olivier à pénétrer dans son univers intime. Jeanne, femme volontaire et protectrice, gérait chaque facette de sa carrière, les contrats, les scénarios jusqu'au choix des actrices pouvant incarner son épouse à l'écran.
C'est elle qui insista pour que Claude Jansac soit régulièrement sélectionné pour ce rôle parce qu'elle lui faisait confiance. Derrière les murs de Clermont, le couple affichait une harmonie apparente, mais la vérité était plus complexe. Jeanne régnait sur la demeure avec précision tandis que Louis s'évadait dans le travail, la religion et ultérieurement dans un refuge secret. Dans les années 60, lors d'un événement radiophonique à Paris, il rencontra Macha Béranger, jeune animatrice reconnue pour sa sensibilité et son charme. Leur lien devint une relation durable, passionnée mais discrète. Il loua une petite suite à l'hôtel Intercontinental pour la retrouver. Pendant plus de 10 ans, leur liaison resta cachée au public, connue seulement de quelques proches. Quand Jeanne finit par le découvrir, elle choisit le silence plutôt que la confrontation. À Clermont, Louis trouva la paix, mais aussi la culpabilité. Craignant la punition divine, il priait quotidiennement et s'accrochait au travail comme à une rédemption. Malgré les avertissements des médecins, il revint au cinéma avec L'aile ou la cuisse en 1976, puis La soupe aux choux et l'avare. Chaque tournage était minutieusement contrôlé. Pas de scène nocturne, pas de longs déplacements, 2 heures de sieste quotidienne. Le rire continuait, mais l'homme derrière lui s'éteignait progressivement. Le château, autrefois animé, sombrait dans un silence que seule la vie en partant a laissé derrière elle. Les derniers jours et la disparition d'une légende. Au début des années 80, Louis de Funès était simultanément une légende vivante et un homme fragile. Le roi de la comédie française avançait plus lentement, souriait moins et cachait sa douleur derrière une discipline de fer. Chaque éclat sur un plateau se payait cher. Une poitrine qui se serre, des mains tremblantes, un souffle court. Pourtant, il refusait de cesser. Tant que les gens rient, je ne peux pas mourir, affirmait-il. Mais le destin se refermait déjà sur lui. En janvier 1983, il partit avec Jeanne et sa famille pour la station de ski des Arcs en Savoie. Il détestait le froid mais adorait passer du temps avec sa petite fille Julia qui apprenait à skier. Ses amis se souviendront ultérieurement qu'il paraissait plus mince, plus pâle, vite fatigué. Bien qu'il plaisantait un peu d'air de la montagne et tout ira mieux. Le voyage, censé le revigorer, l'épuisa au contraire. De retour dans leur cher château de Clermont, Louis peinait à monter les escaliers. Le soir du 27 janvier 1983, après une journée calme à la maison, Louis se plaignit de vertige et de douleur à la poitrine. Jeanne l'aida à se coucher. Quelques instants plus tard, il s'effondra. À 20h30, à l'hôpital de Nantes, le grand Louis de Funès fut déclaré mort, victime d'une crise cardiaque massive. Il avait 68 ans. Sa disparition frappa la France comme un coup de tonnerre. Personne n'était préparé à le perdre, ni les spectateurs qui avaient grandi en riant devant Rabbi Jacob et le gendarme, ni les jeunes générations qui le découvraient encore chaque semaine à la télévision. Le gouvernement proposa un hommage national, mais Jeanne refusa. Elle voulait la simplicité, la discrétion, le silence. Les funérailles eurent lieu à l'église du village du Cellier, non loin de la Loire qu'il aimait tant. Seuls quelques amis assistèrent à la cérémonie. Michel Galabru, Colette Brosset, Christian Marin et quelques habitants qu'il avait connus marchant dans les bois. Il n'y eut ni caméra ni discours, seulement le murmure des prières et le son des cloches. Il fut enterré dans le petit cimetière du Cellier, surplombant la vallée de la Loire. Sur sa tombe, aucune formule grandiloquente, seulement son nom et les dates de sa vie. Pour Jeanne, c'était ce qu'il voulait, humilité, discrétion, paix. Mais une personne ne reçut jamais la nouvelle à temps. Son fils aîné Daniel, né de son premier mariage avec Germaine Carroyer. Éloigné de la famille depuis des décennies, Daniel l'apprit. Il ne fut ni invité aux obsèques, ni mentionné dans le testament. Il ne m'a rien laissé, pas un mot, pas une pièce, pas même un adieu. Mais j'ai survécu. J'ai fait ma vie, confiera-t-il ultérieurement. Lorsque Louis de Funès fut mis en terre, la France pleura non seulement un homme, mais une époque. Le rire qui avait uni la nation résonnait encore comme un écho s'éteignant dans les couloirs de son château désormais vide. La fortune envolée, la vérité sur sa richesse. Lorsqu'un homme fait rire des millions de personnes, on suppose qu'il meurt riche. Mais ce ne fut pas le cas de Louis de Funès. Malgré plus de 50 films et plus de 100 millions d'entrées au cinéma au cours de sa vie, il ne laissa aucun héritage financier à sa mort en 1983. Sa disparition révéla non seulement la perte d'un acteur adoré, mais aussi une énigme. Comment l'un des comédiens les plus rentables de France pouvait-il ne rien laisser à sa famille? La vérité résidait dans la manière dont il gérait sa carrière. Louis de Funès n'avait confiance en personne dans le milieu, ni les producteurs, ni les studios, ni même les avocats.
Ayant connu la pauvreté dans sa jeunesse, il était obsédé par le contrôle et l'argent liquide. Selon le biographe Bertrand Dical, il faisait preuve d'une extrême prudence. Comme tous ceux qui ont connu la misère, il voulait être payé correctement. Mais une fois le prix fixé, il voulait simplement son chèque à l'heure. Contrairement à la plupart des acteurs de sa génération, il exigeait toujours un paiement direct plutôt que des droits ou des pourcentages sur les recettes futures. Cette méthode lui assurait une sécurité immédiate mais supprimait tout revenu ultérieur. Ce choix s'avéra coûteux. Ces films encore diffusés chaque année à la télévision française continuent de générer des dizaines de millions d'euros pour des studios comme Gaumont qui, selon Le Figaro, toucherait environ 500 millions d'euros par an grâce à ces classiques. Rien de tout cela ne revient à ses héritiers. Sa famille, sa veuve Jeanne et leurs fils Patrick et Olivier n'a reçu que les cachets qu'il avait perçus de son vivant. Louis n'était pas pauvre, mais sa fortune reposait sur des biens tangibles plutôt que sur des royalties. Son plus grand achat fut le château de Clermont acquis à la fin des années 60. Grâce aux revenus de la Grande Vadrouille, la propriété, 40 hectares de vignes, de bois et de jardins le long de la Loire, devint à la fois son refuge et sa prison. Après sa mort, Jeanne hérita d'une partie du domaine, mais l'entretien d'un tel lieu était presque impossible. En 1986, à peine 3 ans après sa disparition, le château fut vendu à une association venant en aide aux personnes handicapées. Aujourd'hui encore, les admirateurs se rendent au cellier, croyant que le château appartient toujours à la famille, mais la réalité est plus dure. Il ne leur appartient plus. La maison qui résonnait autrefois de rire est désormais une résidence partagée pour artistes tandis que son parc jadis jardin privé de Louis fait l'objet de querelles permanentes sur les droits fonciers et la préservation. D'une certaine façon, son histoire financière reflète ces personnages brillants, chaotiques, toujours en mouvement et finalement vaincus par leurs propres contradictions. Il donna tout à son art, mais ne s'intéressa jamais au commerce qui l'entourait. En fin de compte, Louis de Funès ne mourut pas pauvre, il mourut comblé. Mais sa fortune, comme son rire appartenait à tout le monde. Le scandale de sa famille cachée et de l'amour qu'il ne pouvait avouer. Derrière les rires et les applaudissements, Louis de Funès menait une double vie faite de discipline, de secrets et de conflits émotionnels. Aux yeux du public, il était un mari dévoué envers Jeanne Barthélemy de Maupassant, sa seconde épouse avec laquelle il partagea plus de 40 ans de mariage. Mais derrière les portes closes, la réalité était bien plus complexe. Son union avec Jeanne lui apporta la stabilité, mais exigeait aussi un contrôle absolu. Elle gérait chaque décision professionnelle, les scénarios qu'il acceptait, les acteurs avec lesquels il travaillait et même les femmes qu'il côtoyait à l'écran. L'influence de Jeanne était telle qu'elle devint à la fois sa protectrice et sa geôlière. Mais avant Jeanne, il y avait eu une autre femme et un autre fils. En 1936, bien avant la célébrité, Louis épousa Germaine Carroyer. Il vivait modestement dans un appartement de 10 mètres carrés au-dessus d'un café à Saint-Étienne, peinant à payer le loyer pendant qu'il jouait du piano dans les bars. Leur fils Daniel naquit en 1937 alors que le mariage s'effritait déjà. En 1942, Louis partit à Paris pour poursuivre son rêve. Le divorce fut prononcé en 1943 et avec l'arrivée de Jeanne dans sa vie après, Daniel fut discrètement effacé de l'image publique de la famille. Pendant des décennies, Daniel vécut dans l'ombre d'un père qu'il admirait mais qu'il ne pouvait approcher. Il racontera plus tard que Louis lui rendait visite en secret, lui apportant des disques de jazz et des dessins, repartant avant que Jeanne ne s'en aperçoive. Il venait me voir en cachette, dira Daniel. Il m'a appris à dessiner. Il me faisait rire, mais j'étais un enfant secret. Quand Louis mourut en 1983, Daniel apprit la nouvelle à la radio. Non invité, non reconnu, oublié. Il ne m'a rien laissé, dira-t-il avec amertume, mais j'ai survécu. Daniel mourut à son tour en 2017 à 80 ans d'une crise cardiaque, le même destin que son père. Même au sein de sa famille officielle, les relations de Louis étaient complexes. Son fils Patrick, devenu médecin, décrivit son père comme aimant mais autoritaire. Il se mêlait de tout. Le plus jeune, Olivier, qui apparut avec lui dans 6 films, quitta plus tard le cinéma pour devenir pilote de ligne, cherchant à échapper à l'héritage étouffant de son père. Pourtant, Olivier ne parla jamais avec ressentiment. Dans une interview en 2014, il reconnut que Louis pouvait être difficile, voire obsessionnel mais profondément humain. Il m'a appris la dignité, dit-il. Même si on t'exploite, fais bien ton travail, le boomerang finit toujours par revenir. Et puis il y eut Macha Béranger, la voix qui le réconfortait dans le secret. Leur relation commencée vers 1969 dura plus d'une décennie.
Ils se rencontrèrent lors d'événements radiophoniques à Paris où Macha animait des émissions nocturnes sur la solitude et l'amour. Pour Louis qui vivait dans une angoisse permanente, elle représentait la chaleur. Il conservait une petite suite d'hôtels à Paris rien que pour elle. Un lieu calme, loin des caméras et du contrôle. Lorsque Jeanne découvrit la liaison, elle ne dit rien mais commença à le suivre partout jusque sur les plateaux de tournage. Macha, comprenant la guerre silencieuse, se retira avec élégance. Elle mourut en 2009 sans jamais avoir parlé publiquement de leur amour. Louis de Funès fit rire des millions de gens, mais sa vie privée fut bâtie sur le silence. Le silence des secrets, de la culpabilité et des amours jamais pleinement vécus. Le destin de sa maison abandonnée et l'héritage qu'il a laissé. Plus de 40 ans après sa mort, l'ancienne demeure de Louis de Funès, le château de Clermont-au-Cellier, se dresse au bord de la Loire, entouré des mêmes bois silencieux qu'il arpentait autrefois. Mais ce qui fut jadis son paradis personnel est devenu un champ de bataille fait de bureaucratie, de nostalgie et de souvenirs oubliés. La grande propriété où il s'est éteint n'appartient plus à sa famille. En 1986, à peine 3 ans après sa disparition, Jeanne de Funès la vendit à une organisation venant en aide aux personnes handicapées, incapable d'entretenir ce vaste domaine du XVIIIe siècle et ses 40 hectares de parc. Le château devint par la suite un espace semi-public, à la fois résidence d'artistes et site historique. Mais le temps ne lui a pas été clément. Les jardins que Louis entretenait lui-même se sont envahis. La vigne s'est tue et la demeure a lentement perdu son âme. Pourtant, le vrai conflit ne vient pas de la dégradation, mais des querelles autour des terres. En 2024, le vaste parc boisé entourant le domaine, autrefois le refuge le plus intime de Louis, fut soudain mis en vente par son propriétaire. Les habitants craignirent qu'il ne soit privatisé et clôturé. La rumeur d'un élevage de chevaux, voire d'un lotissement de luxe provoqua la colère au Cellier, une commune de 1000 habitants à peine. Des associations comme Regard Nature et Sur les traces de Louis de Funès, créées en son honneur, mobilisèrent des milliers de résidents pour protester contre la vente, lettres, pétitions, appels. Ils exigèrent que le terrain reste accessible au public. Pour eux, ce n'était pas qu'un parc, c'était un morceau d'histoire vivante, la dernière trace d'un homme qui avait en fait rire la France. Enfin, ils laissaient nous promener là pour cueillir des fleurs, se souvient Marilène David, l'une des militantes. À la fin de 2024, la SAFER des Pays de la Loire, soutenue par le WWF et le Conservatoire des espaces naturels, intervint pour préempter la vente à hauteur de 400 000 €, promettant de préserver la biodiversité du site et de le garder ouvert. Mais même cette victoire connut ses complications. L'acheteur initial contesta la préemption devant les tribunaux, ajoutant un nouveau chapitre d'incertitude. Aujourd'hui, l'avenir du parc reste indécis. Agriculteurs, vignerons et écologistes veulent tous y trouver leur place. Ce qui aurait dû être un héritage paisible continue de diviser comme si l'esprit de Louis lui-même, éternel perfectionniste, refusait encore de reposer en paix. Pourtant, malgré tout ce tumulte, sa présence n'a pas disparu. Ses films, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, Le Gendarme sont toujours diffusés chaque année, attirant des millions de téléspectateurs. Son visage, ses gestes, sa voix, ils font partie de la mémoire collective française. Bertrand Dical a dit un jour: vous pouvez mettre 4 générations devant un film de Louis de Funès et toutes riront ensemble. C'est peut-être là le plus bel héritage qu'il a laissé. Non pas l'argent ni la propriété, mais l'unité, le rire partagé entre les grands-parents et les enfants. Plus de 40 ans après sa mort, la maison où Louis de Funès vécut et mourut résonne encore de son esprit. Parfois apaisé, parfois tourmenté. Sa fortune s'est envolée, son château a changé de main, mais son rire demeure vivant dans chaque foyer qui continue de le regarder aujourd'hui. Pensez-vous que Louis de Funès tenait davantage à laisser une richesse matérielle ou à laisser derrière lui la joie? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires méconnues des légendes du cinéma, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Vie de l'ombre, car derrière chaque sourire, il y a une histoire qui mérite d'être racontée.